sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Gladys Diblin, nutritionniste du sport et naturopathe. Après une première expérience avec les U19 du FC Metz, Gladys a pu travailler avec l'Impact de Montréal où elle a pris en charge les équipes des U8 aux seniors. Ensuite, avec l'équipe CFA de l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2017-2018, elle est maintenant installée à Lyon et soigne différents sportifs. Dans cet épisode, on parle donc d'ado et de nutrition, par exemple la pizza récup, de l'importance de manger local, bio et de saison, et de l'intégration à un staff masculin. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Gladys. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Super. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens et voilà au niveau des études ce que tu as fait? Bien sûr. Donc je suis Gladys Diblin, nutritionniste du sport et naturopathe. Je suis originaire de Metz, en Lorraine, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Après l'obtention de mon bac scientifique, j'ai travaillé pendant une année pour me diriger vers un bachelor en diététique et en nutrition du sport que j'ai réalisé à l'école de diététique et de nutrition humaine à Montpellier pendant 3 ans. Ouais. Suite à ces études, j'ai réalisé un stage de fin d'études pendant presque 1 an à Montréal au Canada, à l'Impact de Montréal pour être ensuite diplômée en 2016. Après l'obtention de mon diplôme en nutrition du sport, je me suis dirigée vers une formation intensive en naturopathie à l'école Euronature à Lyon. Après cette formation, j'ai décidé de créer mon entreprise et de travailler pour moi. Donc là, ça fait 3 ans que je travaille pour moi. D'accord, super. Voilà à peu près. Et j'habite sur Lyon. Parfait. Et justement, alors en 2014, tu as bossé avec le FC Metz. Sur les U19, qu'est-ce que tu faisais avec eux et qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place? Alors, donc oui, j'ai travaillé avec le FC Metz, avec l'équipe U19 féminine et masculine. Donc pour moi, ça a été une première expérience dans le monde du football professionnel. Une super expérience en termes de mise en pratique de toutes les connaissances que j'étais en train d'acquérir à l'école de nutrition. Au niveau de la prise en charge, c'était une prise en charge collective et individuelle pour améliorer la nutrition, au sein des 2 équipes, que je prenais en charge. D'accord. Donc ça a été une expérience assez enrichissante pour plusieurs choses. Parce que déjà, dans un premier temps, elle m'a fait prendre conscience que mon métier allait être réellement ma passion. Que je faisais vraiment quelque chose que j'aime et j'étais vraiment très contente d'avoir cette confirmation-là finalement. Ouais. Et puis, dans un second temps, elle a aussi été compliquée à gérer, car je me suis retrouvée devant un public essentiellement donc masculin. Et c'est vrai que j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience professionnelle et trouver ma place de femme dans ce monde d'hommes a été au début assez difficile pour moi. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience de ça, mais ça a été quand même très enrichissant. Et puis surtout, ça m'a permis de me poser les bonnes questions pour trouver finalement ma place, placer des limites et aussi pouvoir faire entendre mes connaissances aux sportifs. Et justement, donc tu travaillais en même temps avec l'équipe féminine et l'équipe masculine. Et quelle différence il y avait dans on va dire ton feeling avec ces jeunes-là? Et est-ce que par exemple certains t'écoutaient plus que d'autres ou comment ça se passait? Alors oui, je t'avoue que pour le coup, là, dans cette expérience, les filles étaient un petit peu plus, on va dire, attentives à mes conseils que les garçons. D'accord. Après, bon, c'est pas vraiment une généralité dans le sens où quand j'avais les garçons en individuel, ça se passait très bien. Ils étaient très à l'écoute de mes conseils et très intéressés par mes propos. Mais par contre, quand ils étaient en collectif, donc par exemple lors d'une conférence,
là, c'était un peu difficile pour moi de trouver ma place et de mener à bien cette conférence, on va dire. D'accord, d'accord. Et sur ton traitement individuel, donc ça se passait mieux, tu disais, avec les garçons. Et comment, au niveau du staff, tu étais intégré à temps plein, on va dire, avec le staff des entraîneurs, des prépas physiques, des kinés, etc. Ou est-ce que tu intervenais juste ponctuellement dans la semaine de temps en temps? Alors non, pour cette première expérience, ça a été ponctuel. Donc j'intervenais, j'avais plusieurs créneaux horaires dans la semaine où j'intervenais et où je faisais, mes consultations et où j'ai fait aussi ma conférence. Mais non, j'étais pas intégrée directement avec le staff, même si, j'étais en étroite collaboration à ce moment-là avec les entraîneurs. D'accord, super. Et donc après ça, tu es parti au Canada? Oui, après ça, je suis partie au Canada, où, j'ai pu alors là travailler dans un milieu qui était différent du monde du football. Ouais, C'est le Center, ça s'appelle. C'est un centre sportif privé, qui propose, des entraînements, qualitatifs et des suivis scientifiques sur les performances des athlètes. Dans ce centre, il y avait beaucoup de cyclistes, de coureurs et de ouais. boxeurs, Putain, c'est énorme. en tout cas à l'époque où j'y étais. Et ouais, ben, c'était vraiment bien parce que ça m'a permis, déjà d'être à la rencontre de différents athlètes finalement, et puis, ben, pouvoir voir les prises en charge qui sont diverses par rapport à chaque sport. Et donc c'était une très belle expérience pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Encore une expérience aussi qui n'a fait que renforcer ma passion pour mon métier et l'envie de le pratiquer chaque jour. Et puis, donc voilà, moi il y avait pas de nutritionniste, au centre. Donc là, j'ai pu, mettre en place, un peu, ce que je voulais. Donc il y avait des suivis, individuels avec les sportifs qui étaient demandeurs. Et puis je suivais aussi, ben, tous les entraînements, les prises en charge de kinésithérapie aussi en fonction des blessures, des objectifs. C'était vraiment Ouais. très intéressant. Putain, c'est trop bien. Et justement, donc, t'as parlé de différents sports. Euh, Est-ce que t'as eu l'impression qu'il y avait un sport qui t'intéressait plus et tu vois, par rapport à ton métier, est-ce que tu t'es dit, ah ben ouais, ben dans ce sport-là, j'ai encore plus de marge de manœuvre pour aider le sportif, alors que dans d'autres, ben, tu te dis, ben là, c'est peut-être moins important ou quoi? Ben, en fait, je t'avoue que là maintenant avec le recul et l'expérience, pour moi, la nutrition, elle est importante dans tous les sports. Peu importe le sport que l'on pratique, à partir du moment où on met en œuvre, et où on travaille, on utilise son corps au quotidien, la façon finalement de le nourrir et de s'alimenter a une grande importance. Après c'est vrai que enfin moi en plus j'adore le sport de façon générale, donc je prends aussi beaucoup de plaisir à travailler avec, tout type de sportifs. Mais c'est vrai qu'avoir eu, je pense, cette première expérience, au FCMS, avec les footballeurs, finalement m'a permis d'ouvrir cette porte, vers le monde, du football professionnel. Hmm. Et aujourd'hui, même si, j'ai beaucoup de disciplines et de sportifs, différents, j'ai énormément en majorité de footballeurs quand même. D'accord. Et Mais en tout cas, enfin, la nutrition est importante dans tous les sports. ouais, super. Et justement, alors c'est au Canada que tu as bossé aussi en chirurgie bariatrique? Alors non, en chirurgie bariatrique, c'était au CHU à Montpellier, avec le professeur Noka, qui est un professeur, très réputé, dans ce domaine. Et en fait, alors à quoi ça consiste? Être nutritionniste en chirurgie bariatrique, c'est accompagner les patients qui se font faire justement des chirurgies bariatriques. Donc ce sont des chirurgies, du système digestif, dans le but, finalement de faire perdre du poids aux patients. Donc c'est des chirurgies, on va dire, amincissantes, si je puis dire. Et la nutrition est très importante, ben, déjà avant la chirurgie parce qu'on prend en compte, ben, comment mangent finalement les personnes, pourquoi ils en sont arrivés là. Et puis, pendant et après la chirurgie aussi, c'est très important
parce qu'il y a un gros changement alimentaire qui se réalise de par le fait que on peut par exemple enlever un grand morceau du système digestif, on peut Oui, peut-être mettre un anneau gastrique. Enfin, ce sont des choses en tout cas qui nécessitent beaucoup de changements au niveau alimentation. d'accord. Et avec ces patients, du coup, le suivi, il est à vie? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va dire, ils sont autonomes et ils sont stabilisés au niveau du poids et du coup, il n'y a plus vraiment de suivi pour toi? Alors, c'est vrai que le suivi doit être, beaucoup plus, on va dire, important et rigoureux, dans les premières semaines et dans les premiers mois, après les chirurgies. Mais c'est vrai que généralement, bon, après, au bout d'un moment, ça s'estompe un peu, mais il y a quand même toujours un suivi, heu, au moins 1 à 2 fois par an, pour voir l'état du patient, et cetera. Après, c'est vrai que plus il y a de suivi, on va dire, nutritionnel à ce sujet et meilleurs aussi sont les résultats. La chirurgie bariatrique ne fait pas tout, quoi. Il y a beaucoup de patients qui ont beaucoup d'espoir par rapport aux chirurgies bariatriques et qui, ne font pas forcément plus attention à leur alimentation ensuite et c'est là où on a les plus mauvais résultats. Donc c'est très important voilà, l'alimentation est vraiment très importante, à prendre en compte. Et est-ce qu'en parallèle, justement, de ta prise en charge, ils avaient un suivi au niveau, on va dire, activité physique aussi? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de suivi, d'activité physique. Malheureusement, ça c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait vraiment mettre en place parce que pour moi, c'est essentiel pour la perte de poids et avoir une bonne santé. C'est vrai qu'en tout cas, on essayait de les sensibiliser un maximum à faire de l'activité physique et à mettre le plus possible, leur corps en mouvement pour augmenter leurs dépenses énergétiques. Ouais, carrément, super. Et donc après ça, tu atterris à l'Impact de Montréal, c'est ça? Tu retournes au Canada? C'est exact, oui, je Ouais. retourne au Canada, oui. Ah, c'est trop bien. Oui, je retourne au Canada en 2016. Donc j'ai atterri là-bas parce que je le souhaitais. Je le Ouais. souhaitais, vraiment. C'était pas un coup de chance. Je me suis donné beaucoup de mal, pour chercher des stages, en fait, qui me plaisent et qui soient aussi à la hauteur de mes ambitions. Et comme c'était un stage de fin d'études, donc un long stage, j'avais vraiment l'ambition de faire quelque chose qui me plaise et qui me permette, d'ouvrir des portes et de m'apporter aussi beaucoup de connaissances et d'expérience, pour mon métier, mon futur métier. C'est vrai que je pense qu'avec persévérance et volonté et surtout la mise en pratique d'efforts quotidiens, on arrive à tout ou en tout cas à beaucoup de choses et après aussi le fait que j'avais déjà une expérience au Canada, je pense que ça a aussi Ouais. un peu facilité ça, dans le sens où, on savait que j'étais déjà venue, je connaissais quand même, la ville, voilà, je venais pas dans un terrain inconnu, même si, une équipe de foot, enfin de soccer professionnel, en MLS, à l'autre bout du monde, je savais pas trop Mmh. comment ça allait être, quoi. Ah, c'est trop bien. Et justement, alors quand tu retournes là-bas, enfin, que tu retournes au Canada et que tu bosses à l'Impact de Montréal, tu t'es occupé des U8 jusqu'au senior, c'est bien ça? Oui, c'est exact. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de toutes les équipes du club. Ouais, Il n'y avait pas de nutritionniste au sein du club c'est et j'avais en fait carte blanche pour tout mettre en place. Donc ça, c'était vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup, travailler de façon, autonome dans la mise en pratique, dans la mise en place des choses et là, j'ai pu prendre toutes les équipes, en charge. C'était top. c'est trop bien. Et quelle différence tu faisais justement dans tes prises en charge sur des gamins, hein, entre guillemets, et des seniors? Tu vois, comment est-ce que tu communiquais de la même manière et quels étaient les buts pour eux? Alors, c'est vrai que, on va dire que tout est différent en fonction des équipes, que ce soit au niveau de la prise en charge des sportifs, qu'au niveau, du langage adopté, des connaissances qui sont transmises et qui doivent, bien évidemment correspondre, au niveau du sportif et puis aussi de leur maturité, de leur objectif. Donc tout était, on va dire, différent, mais comment ça se passait? Ben, déjà pour les plus petits, c'était particulièrement l'éducation nutritionnelle de l'entourage, qui était mise en place. Parce que bon,
en fait, je faisais par exemple donc des conférences où j'invitais donc les jeunes avec leur famille généralement pour sensibiliser et les petits dès le plus jeune âge, mais aussi toute la famille, puisque bon bah bien évidemment Mmh. dire à un jeune de bien manger, c'est Mmh. important, mais à la maison finalement c'est pas lui qui décide vraiment de ce qu'il mange. Donc du coup ça c'était plutôt l'entourage et puis plus on augmentait, on va dire, dans l'âge et dans le niveau des sportifs, et plus j'adoptais un langage différent dès qu'ils devenaient ados, donc à partir des U14, U13, U14, je faisais des conférences, je leur faisais des cours et des conférences à eux sans l'entourage, où je commençais à, à leur dire ben, qu'est-ce qui devait commencer, on va dire, à modifier, à améliorer dans leur alimentation. Et puis, plus l'âge augmentait et plus les informations transmises étaient concrètes, scientifiques, détaillées, et cetera, quoi. Et justement on va dire pour des adolescents, quel type de conseils tu donnais sur des adolescents qui jouent au foot alors? Alors ben, on parlait vraiment de choses assez générales. Par exemple, quelle est la composition d'une assiette? Mmh. Pourquoi tout simplement l'alimentation et l'hygiène de vie finalement sont très importantes dans la performance sportive. Quelle est la place de l'hydratation aussi dans la performance? Qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter? On va dire que c'est des conseils qui étaient vraiment assez généraux pour les ados, mais qui finalement leur parlaient bien. Parce que c'est vrai que, ben, rendre des conférences attractives, des fois, c'est un peu compliqué, quand tu as des Ouais, ados en face de toi. Moi, j'étais c'est jeune, clair. donc bon, bah, il faut essayer de capter leur attention et surtout de leur montrer qu'il y a un réel intérêt à écouter ce que je suis en train de leur raconter. Donc j'essayais beaucoup d'utiliser d'exemples concrets, en menant théorie et pratique, pour que, ben, les sportifs puissent s'imaginer aussi et comprendre facilement mes propos et mes arguments. Et puis, dans toutes les conférences que j'ai faites et que je fais, je parle aussi beaucoup de motivation, de travail et de discipline, car mettre en place au quotidien une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation nécessite une autodiscipline assez importante et ça, c'est très important. Donc ça, je leur en parle aussi beaucoup et j'essaye de les motiver. Ah, c'est génial parce que si tu arrives à inculquer ça à des ados et qu'après justement ben, la discipline qu'ils acquièrent aidant, ben, ils peuvent garder ça même plus tard et transmettre ça à leur entourage et etc. C'est un cercle vertueux que tu engages quoi au final. Tout à fait, ben, je pense que de toute façon, plus on donne, les informations tôt et Ouais. plus ça permet finalement aux sportifs de les mettre facilement en place dans leur quotidien, quoi. Et est-ce que eux, donc on revient encore sur les ados, mais est-ce que eux ils avaient des questions, tu vois, par rapport au fast-food, par rapport à des trucs comme ça, est-ce qu'ils avaient des questions concrètes sur ce qu'ils mangeaient et sur ce qui était bon ou pas? Bah, en fait, des questions, au début, ils en avaient pas trop, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à leur dire, pourtant c'est aussi du bon sens, mais quand j'ai commencé à leur dire que les fast-food étaient mauvais pour les performances Hmm. sportives, ils étaient un peu ah bon, pourquoi? Et si je bois un Coca, qu'est-ce que ça fait? Enfin, tu vois, des questions assez basiques finalement, mais qui sont importantes pour eux. Et puis surtout que au Canada, on va dire que bon bah il y a beaucoup de possibilités à manger de la junk food finalement. Ouais. Et donc ben ils avaient aussi cette habitude-là. Donc bon bah il y avait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça et c'est vrai que malheureusement la malbouffe chez les jeunes, elle est extrêmement importante de façon générale même. Hors du monde du sport, pour te donner un chiffre, on a quand même 1 ado sur 5 qui est en surpoids là, Putain, en France, c'est 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 énorme. énorme. Hmm. Heu, donc donc bon, après dans le monde du sport, malheureusement en France aussi, on est encore un peu en retard à ce sujet au niveau de l'éducation alimentaire des jeunes sportifs. Ouais. Les centres de formation ne prennent
pas assez en considération l'importance de leur apprendre à comment manger, de pourquoi est-ce si important pour leur santé et leur performance sportive. Donc c'est vrai que c'est très important. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup avec les jeunes sportifs, enfin beaucoup la question qui revient, en tout cas le, le sujet qui revient, c'est non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que je mange bien parce que je suis pas en Je surpoids. suis pas Regarde, blessé. j'ai des abdos, regarde. Exactement. Et donc, ben, j'essaie de leur apprendre que la masse grasse et le poids sont des notions qui sont très importantes à respecter, mais qu'elles ne sont pas forcément proportionnelles aux performances, dans le sens où un sportif peut avoir 8% de masse grasse et ne pas avoir au quotidien une alimentation saine lui permettant d'optimiser ses performances. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il va être le meilleur de lui-même sur le terrain, parce que le carburant sera pas optimal, etc., quoi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et par rapport à ce qu'on disait, ce qui s'était passé au FCMS, justement là, comment tu t'es intégré? T'avais que des équipes masculines ou t'avais aussi des équipes féminines? Et comment t'as géré justement là-dessus ton intégration, tout ça? Alors, en effet, ça a été différent. Donc là, par contre, à l'Impact de Montréal, j'avais que des équipes masculines. Donc j'ai travaillé qu'avec des garçons pendant presque 1 an. Mais tu vois, ça n'a pas été quelque chose de difficile d'intégrer un staff majoritairement masculin. Alors déjà d'une parce que je m'y étais préparée. Grâce à mes expériences précédentes et notamment grâce au FCMS. Donc finalement, tu vois, toute expérience est bonne à prendre et ça, c'est super. Donc je m'étais préparée à prendre ma place, à fixer les limites, à intégrer finalement ma place de femme à travers tous ces hommes. Et puis aussi, on va dire que la mentalité au Canada était totalement différente aussi. Il y avait Hmm. beaucoup plus de respect des jeunes avec leur staff. On était vraiment dans une autre mentalité, dans un autre comportement. Et du coup, ça a été très facile pour moi parce que je me suis très vite adaptée à l'environnement. Les personnes qui travaillaient avec moi m'ont aidée aussi à cela. Et puis ça se passait très bien. Les jeunes étaient attentifs, les jeunes étaient intéressés, ils se comportaient de façon très mature. Franchement, enfin, ça a été en tout cas pour moi une des meilleures expériences de ma vie, que ce soit de façon professionnelle, humaine que personnelle, et j'en garde un souvenir très positif qui m'a permis aussi finalement d'ouvrir les portes des clubs professionnels, enfin du football professionnel aussi en France, donc ça a été super. Ouais, super. Et justement, c'est après ton stage à l'Impact de Montréal que tu rebondis à l'Olympique Lyonnais avec la CFA, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Ben, après mon stage donc à Montréal, je suis rentrée en France où je me suis installée à Lyon, où j'ai commencé ma formation de naturopathie. Et en fait, avec cette formation de naturopathie, j'avais pour objectif de faire un stage en fait tout au long de cette formation. Et donc c'était un stage qu'on voulait, hein, c'était l'endroit où on voulait. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être le moment aussi de continuer, on va dire, dans cette même démarche et de continuer finalement cette expérience dans le sport professionnel. Et j'ai eu la chance d'intégrer en effet l'Olympique lyonnais avec la CFA où Chris était entraîneur. Chris qui était anciennement défenseur à l'OL. Ça a été une grande expérience pour moi. Donc j'ai été en tant que consultante, mais c'était super aussi. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé alors justement de ton rôle avec l'Olympique Lyonnais par rapport à ce que tu faisais à l'Impact de Montréal? Alors, ben, déjà, ce qui changeait, ben, il faut le dire, la mentalité change totalement. Que ce Ouais, soit la mentalité avec les sportifs, que même le staff au sein du club. Heu, c'est totalement différent. Donc, du coup, ben, ça a été une autre adaptation aussi pour moi. Après, ce qui était différent, c'est que, bah, à l'Impact de Montréal, finalement, j'y suis restée plusieurs mois
j'avais carte blanche et je travaillais tous les jours au quotidien avec tous les sportifs. Là, à l'OL, j'étais en tant que consultante, donc je venais de façon plus plus succincte et puis j'avais pas carte blanche. Ils me demandaient de mettre en place des choses pardon, mais j'avais pas carte blanche, je devais respecter aussi ce qui était déjà fait, on va dire les traditions un peu que le football français connaît depuis plusieurs années. Enfin, il y avait plein de choses en tout cas que je ne pouvais pas faire et que je devais respecter. Est-ce que tu peux nous décrire justement à l'époque où tu y étais une semaine type par rapport à l'après-match, comment toi tu l'organisais au niveau justement alimentaire, récupération, tout ça? Alors, c'est vrai que, donc je m'occupais notamment des repas collectifs, en fait, que prenaient les jeunes à domicile et en déplacement et je faisais aussi des conférences sous forme de cours pour sensibiliser les joueurs et leur apprendre à comment manger en fonction des différentes, périodes sportives. Donc les différentes périodes sportives, que ce soit donc avant, les compétitions, pendant et après. Et donc, c'était en fonction de comment ils pouvaient manger. Donc dans le sens où, heu, les sportifs étaient pris en charge juste avant le match, au niveau nutritionnel où ils pouvaient manger au club. Donc D'accord. là, on parle de la CFA parce que la CFA ne mangeait pas tous les jours au club non plus, hein, c'était pas les pros. Donc finalement, c'était beaucoup de sensibilisation, des jeunes, chez eux et puis, donc on avait pris en considération donc le repas d'après-match et le repas, d'avant-match. Par exemple, pour te donner un exemple, ce que beaucoup de clubs, français font encore actuellement, après match, c'était souvent la pizza de récupération pour, pour récupérer surtout au niveau mental. Ouais. Donc ça, je t'avoue que moi, en tant que nutritionniste du sport, je Ouais. j'arrive pas à cautionner ça. Même s'il y a beaucoup de clubs français qui le font, Ouais, c'est ouf. enfin, tu t'imagines, le corps, il est à l'affût de tout ce que tu vas lui apporter Et en tu lui récupération. donnes Enfin, la c'est un pizza. moment ultra important et tu lui donnes de la pizza, exactement. Putain. Et au Canada, en comparaison, qu'est-ce qu'ils mangeaient en après-match? Alors, écoute, je t'avoue que, en après-match, ils étaient aussi un peu sur la pizza et les pâtes, parce que c'était pratique. Mais ça, on a pu faire des changements par rapport à ça. En fait, au Canada, il y avait un traiteur qui travaillait spécialement pour le club et donc j'avais pu mettre en place avec le traiteur donc des choses avant, et après match. Que ce soit donc c'était des choses assez pratiques parce que c'est vrai que les clubs ont besoin de choses simples et faciles à donner aux joueurs, ce que je peux comprendre. Mmh mh. Donc il y avait des salades, il y avait des sandwichs, il y avait des petites collations avec des fruits, avec des graines oléagineuses, des noix, des fruits secs. C'était vraiment bien bien mis en place, au Canada, oui. Et pour en revenir à Lyon, du coup, qu'est-ce que vous avez changé? Alors, à Lyon, j'ai essayé ce qui était compliqué à Lyon, c'est que, il y avait beaucoup de changements à réaliser, mais il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé déjà les repas collectifs, avant les matchs, où on a essayé donc d'intégrer des choses, plus de légumes, d'intégrer, par exemple, forcément des viandes maigres, des poissons maigres, enfin des choses, qui soient plus, finalement adaptées aux sportifs, sans sauce, avec un bon dessert et on va pas mettre de la mousse au chocolat avant un match, ça sert à rien. Mmh. Enfin des choses, tu vois, un peu plus finalement concrètes, au niveau de l'hydratation aussi, pousser les joueurs à plus, boire pendant l'entraînement, avant, pendant, après les matchs, et puis des collations aussi au sein par exemple, on avait mis en place une collation, pendant le match, à la mi-temps, avec des fruits, avec des fruits secs pour que les joueurs, qui ressentent le besoin puissent se restaurer et avoir un apport glucidique. Enfin, tu vois, des petites choses en tout cas qui font que, le changement, global est important. D'accord, super. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu étais installé à Lyon et alors, comment tu travailles? Avec quel type d'athlète tu travailles?
Alors donc aujourd'hui, oui, je suis installée à Lyon donc depuis 2017 et j'ai, créé ma propre entreprise donc en 2018. Ça fait 3 ans déjà. Je travaille, donc pour moi avec tout type de sportifs et tout type de population aussi parce que j'ai pas que des sportifs. J'ai aussi, des personnes de toute population qui viennent pour différentes problématiques de santé, de poids, d'amélioration d'hygiène de vie et cetera. Et puis, les athlètes avec lesquels je travaille, donc j'ai vraiment de tout, mais j'ai majoritairement encore, des footballeurs, donc de professionnels et de tout niveau. Je m'occupe de leur alimentation et de leur hygiène de vie pour répondre à certaines problématiques, donc poids, masse grasse, blessures, optimisation des performances, gagner en énergie aussi parce que c'est très important. Et puis, je travaille également en collectivité, en réalisant des cours, des conférences, à des clubs pour les sensibiliser à la préparation invisible et leur apprendre, sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie de façon générale. Donc c'est vrai que c'est assez polyvalent, surtout quand tu as ta société, c'est un travail qui est quand même, on va dire, pluridisciplinaire. Hem et bon, bah, il faut se faire connaître, il faut se faire son réseau, il faut aussi, ben, satisfaire les sportifs avec les consultations, les sensibiliser et cetera. Mais c'est très intéressant et je m'épanouis au quotidien. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que tu as gardé un pied, on va dire, au Canada, et est-ce que tu fais des conférences avec le Covid, tout ça, est-ce que tu fais des trucs en visio ou des choses comme ça, ou c'est que du présentiel que tu fais? Bah, c'est vrai que alors concernant le Canada, j'ai toujours, des contacts avec les personnes qui y travaillent. Après je sais que, ben, j'avais mis en place, des fiches, des dossiers pour tous les sportifs, pour les sensibiliser. Donc je sais que tous les outils que j'avais mis en place sont utilisés. Mais après, c'est vrai que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et à l'OL, je ne sais pas non plus, s'ils continuent à mettre en place les différents conseils que je leur avais donnés. Voilà. D'accord. Et les ados que tu suivais à l'Impact de Montréal, est-ce que du coup ils auraient été à la junk food, ou comment ça se passe pour eux? Ben, écoute, j en tout cas, ils étaient quand même très intéressés et il y a beaucoup de sportifs que notamment les jeunes qui ont évolué, qui ont intégré, des clubs pro, qui ont voyagé. Donc et puis j'ai pu prendre aussi en charge, Ambroise Yongo, qui était, défenseur à l'Impact de Montréal quand j'y étais et qui a été donc à Montpellier, qui est à Montpellier là actuellement et donc tu vois, j'ai pu voir aussi son évolution à lui et en tout cas elle est positive donc ça c'est très enrichissant, c'est très bien. Ouais, trop bien. Et sur ton site, tu parles de manger local, bio et de saison. Alors, par rapport à la planète, tout ça, on comprend logiquement que c'est forcément bénéfique, mais par rapport à la performance, qu'est-ce que ça peut apporter de manger local, bio et de saison pour un sportif, par exemple? Alors, c'est vrai que, c'est très important d'avoir une alimentation, qualitative. Ça, j'essaye de le dire, en tout cas, à tous mes sportifs et à tout le monde d'ailleurs. Manger local, bio et de saison, font partie finalement d'une alimentation saine, et respectueuse de soi et de l'environnement. Alors pourquoi? Ben, déjà au niveau de l'environnement, et de la planète, c'est très important parce qu'on donc on a un respect de l'environnement, un respect de la terre, un respect des saisons, des animaux. Chaque aliment, ne se cultive pas à la même période. Donc ça, c'est très important et puis aussi au niveau des insectes, manger bio, ça permet d'utiliser moins de pesticides, donc de respecter plus la terre et aussi tous les animaux, la faune et la flore qui l'entourent. Et puis, donc manger de saison permet aussi de ne pas dérégler les différents cycles naturels en agriculture, soutenir aussi les petits agriculteurs locaux par rapport aux grandes distributions, ça me semble quand même très important.
Et puis, au niveau, des performances, c'est très important parce que ça permet déjà de respecter son corps et plus, pour aller un petit peu plus en détail, donc il y a de meilleurs apports, nutritionnels quand on mange, bio, quand on mange, local et de saison. Pourquoi? Déjà parce que les aliments, en fait, sont beaucoup plus riches en micronutriments, que ce soit en vitamines, en minéraux, en fibres et avoir des aliments plus riches en micronutriments qui sont aussi cueillis à maturité. Parce que quand on mange, par exemple, local, ça va être donc des aliments qui sont cueillis à maturité, qui ont eu le temps finalement d'intégrer les nutriments nécessaires à leur évolution et qui ne sont pas cueillis, bien avant maturité, en connaissant, justement leur maturité dans les transports, dans Mmh. le noir, parce qu'ils ont, ils ont dû, avoir plusieurs jours de transport pour arriver dans nos assiettes. Donc c'est sûr avoir des aliments qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète, permet aussi, finalement de conserver un maximum les micronutriments et donc avoir une alimentation beaucoup plus importante, beaucoup plus, saine, qualitative, ça c'est très important. Donc évidemment quand on veut avoir des performances, apporter des micronutriments à son corps permet d'optimiser ses performances en répondant à ses besoins. Donc très important et aussi au niveau du goût, même, des aliments qui sont bio, qui sont, de saison, ont plus de goût que des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc c'est vraiment, on va dire, un ensemble qui permet d'avoir, plus de respect pour son corps, pour la planète et pour les agriculteurs aussi, qui font qu'on a des bons produits dans notre assiette. Mmh. C'est, je pense, une super chose. Et est-ce que quand tu expliques ça à tes patients ou à tes footballeurs, à tes sportifs, est-ce qu'ils, on va dire, ils sont d'accord avec toi et ils comprennent l'intérêt que ça a donc pour la planète et pour leur bien-être ou leur performance, ou est-ce que ça leur paraît pas entre guillemets pas réel quoi? En fait, hem, c'est vrai qu'avec mes sportifs, j'y vais étape par étape. Dans le sens où, je peux pas, tu vois, tout leur dire d'un seul coup parce que je sais déjà que l'alimentation, l'hygiène de vie sont des domaines qui sont un peu compliqués des fois pour eux. Hem Donc du coup, j'y vais étape par étape où je commence à leur dire: «OK, votre alimentation est importante pour votre corps». Vraiment je mets, j'essaye de les mettre, directement dans le sujet en, montrant pourquoi c'est important pour eux et pour leur corps et pour leur performance de bien manger et ensuite, plus le suivi est poussé et plus je vais leur dire de manger des produits de qualité et tout ça et c'est vrai que il y en a avec qui ça passe très bien et qui le respectent et c'est généralement aussi des sportifs qui sont matures, qui ont de très bons résultats et il y en a où c'est encore un peu compliqué, je t'avoue, mais en tout cas, je ne lâche pas l'affaire et je suis motivée et déterminée à leur faire prendre conscience que c'est très important pour eux, ouais. Parfait. On en vient aux gens qui t'ont inspiré et à tes mentors. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette question, j'ai pas de mentor, spécifique. En fait, moi j'admire toutes les personnes sur terre, qui débutent de rien et qui font preuve, d'ambition, de persévérance pour suivre leurs rêves, atteindre leurs, objectifs et finalement qui arrivent à croire en eux. Que ce soit des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise ou même des personnes de toute population qui travaillent de façon motivée et acharnée et ça c'est vraiment une source d'inspiration pour moi de voir toutes ces personnes-là et de me dire que, tout est possible dans la vie quand on a envie, quand on y met de la volonté et qu'on laisse aucun détail au hasard. Mmh. Donc ouais, pas vraiment de mentor spécifique, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent et je pense que c'est un peu, c'est en tout cas ce que j'essaye aussi d'expliquer à mes sportifs, de croire en leurs rêves et en eux surtout et Et, de progresser comme ça. et est-ce que justement il y a des gens, on va dire là-dedans, qui se détachent pour toi, tu vois, qui ont une, on va dire, une place particulière
ou on va dire que tu regardes toujours ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, etc. Bah, j'ai des personnes, tu vois, j'ai par exemple des personnes dans mon métier, des nutritionnistes, des naturopathes aussi qui m'inspirent dans le sens où je vois que, ben, c'est des personnes aussi qui ont débuté de rien et qui aujourd'hui ont réussi à atteindre, leur objectif ou en tout cas qui travaillent, sans cesse et sans relâche. Donc en fait, voilà, j'essaye de vraiment de m'inspirer de tout ça ou même que enfin, quand je vois, tu vois, des personnes qui ont pas forcément eu des vies, faciles. Mmh. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Théo Curin, Ouais, ouais, ouais. qui a eu, beaucoup de difficultés, on va dire, dans sa vie et qui pour moi, enfin, quand je le vois, je souris parce que je me dis: «Mais waouh, quelle, quelle belle personne, quelle admiration j'ai pour cet Mmh. homme, finalement qui part, de loin et qui arrive à vivre ses rêves aujourd'hui et à en faire même, beaucoup plus, qu'une Mmh. personne qui a, toutes ses capacités, physiques et motrices Mmh mh. et ça c'est voilà, c'est vraiment ce genre de personne qui m'inspire et qui enfin pour lesquelles je suis en admiration. C'est clair, c'est un vrai bonhomme. Et au niveau des livres, donc est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué et que tu relis de temps en temps? Alors, c'est vrai qu'au niveau des livres, ben, moi je suis beaucoup dans les livres de développement personnel de façon générale. Pour te donner un exemple, le livre le plus inspirant pour moi, c'est, Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Ouais. Miguel Ruiz. C'est un en fait, ce livre pour moi, c'est un peu comme une bible, enfin un mantra que j'essaie d'appliquer un maximum dans ma vie personnelle et professionnelle. Ouais. Et pourquoi je parle de ce livre aussi? Parce que je pense qu'en fait, un bon professionnel et surtout un bon thérapeute, c'est une personne qui travaille sur soi et Mmh. je pense qu'on ne peut aider les autres à évoluer que si finalement on travaille sur sa propre Mmh. évolution et ben, soigner les blessures, de voir son comportement, de faire preuve de compassion aussi, d'empathie, pour faire un travail de qualité, avec une écoute de qualité. Parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille avec l'humain et Mmh. l'humain, c'est aussi toute personnalité totalement différente, donc il faut savoir s'adapter et donc c'est vrai que pour ça, je suis vraiment beaucoup sur le développement personnel. Mais après, au niveau des livres, en tout cas, sur la nutrition du sport, il y en a des de très intéressants, mais je trouve que ça manque un peu, donc je pense que j'ai pour projet d'écrire un livre, dans Ah, ces prochaines années, sur la nutrition du sport. ah, c'est trop bien, super. Et en ciblant un sport en particulier ou non? Bah, écoute, je sais pas encore, je pense pas, parce que je pense que c'est important, ben, c'est important pour tous les sportifs d'avoir des informations sur les sports, mais peut-être. En tout cas, je pense que ce livre s'orientera aussi beaucoup sur la naturopathie du sportif parce Ouais. que, finalement, on n'en parle pas beaucoup et ça me semble aussi primordial, d'en avoir les connaissances et d'en prendre, enfin de savoir l'importance aussi que ça a pour les performances et pour la santé. Donc voilà, c'est encore en réflexion, mais c'est sur le bon chemin. Ah, c'est trop bien. Eh ben, tu nous tiendras au courant, ça nous intéresse. On en vient donc, si les gens qui nous écoutent ont des questions et qui veulent te contacter, quel est le canal à privilégier? Alors, si on a envie de me joindre, on peut me joindre directement via mon site internet, gladysdiblain, .fr. On me trouve sur internet, sur les réseaux aussi, notamment sur Facebook, sur Instagram ou encore sur, LinkedIn, où on peut facilement rentrer en contact, avec moi, enfin je suis assez disponible pour répondre en tout cas, aux questions et pour comprendre les problématiques de chacun, si besoin. Super. Ah ben, merci beaucoup Gladys. Ben, merci à toi Julien, c'était un grand plaisir de pouvoir, discuter et échanger avec toi. Grave. Eh ben, plaisir partagé et voilà, tiens-nous au courant pour le livre. En tout cas, on sera content d'en rediscuter sur un autre épisode avec plaisir. Très bien, avec plaisir, je vous tiens au courant. À très bientôt. À bientôt Julien. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager. C'est ce qui m'aidera le plus. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt
pour un nouvel épisode.